Hey, c'est Edouard et dans cette vidéo, on va s'intéresser cette fois à comment est-ce qu'on peut trouver un moyen de se faire financer en Suisse un bien immobilier, même quand on a des revenus qui sont assez bas. Premièrement, je précise que dans cette vidéo, on va s'intéresser vraiment à l'acquisition de résidence principale parce que le financement est évalué d'une manière différente et calculé d'une manière différente par la banque entre une résidence principale et un bien de rendement. Dans la résidence principale, on va vraiment s'intéresser à vos revenus. Le sujet principal, c'est vous, le débiteur, c'est vous. Et puis, dans un bien de rendement, on va s'intéresser plutôt aux revenus locatifs générés par le bien de rendement, donc ce qu'on appelle aussi l'autofinancement. Donc là, dans cette vidéo, on va s'intéresser à votre capacité d'endettement et puis comment est-ce que vous pouvez faire pour l'optimiser un maximum. Premièrement, la banque, elle calcule d'une manière assez claire les charges théoriques que votre bien immobilier va générer. C'est comme ça qu'elle va déterminer si vos revenus sont suffisants ou non. Depuis la crise des années 90 de l'immobilier en Suisse, l'AFINMA a introduit des conditions minimales pour obtenir un financement. Et ces conditions, elles sont déterminées de la manière suivante. Premièrement, la banque va partir du principe que le taux qui est viable à long terme est de 5% sur la dette que vous allez avoir. Donc ça veut dire que même si vous avez un taux disponible à 1% ou 2% aujourd'hui, elle va toujours partir du principe que le taux sera de 5%. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple et c'est très clair. L'objectif, c'est pas de vous empêcher d'acheter. L'objectif, c'est d'être assez conservateur quand même et puis de vous protéger en cas d'augmentation des taux. Pendant longtemps, pendant 10-15 ans, on a pensé que ça servait à rien. Mais aujourd'hui, depuis l'augmentation des taux récente, on est assez content au final que le calcul avait un minimum de précaution. C'est d'ailleurs peut-être grâce à ça qu'on va éviter une vague de vente aux enchères en Suisse dans les années à venir. Parce que même si vous aviez financé il y a 10 ans ou 15 ans à un taux de 1 ou 1,5, la banque faisait déjà le calcul sur 5%. D'ailleurs, ce taux de 5% ne sort pas de nulle part, c'est le taux historique toujours utilisé. Vous voyez souvent sur les documents d'ailleurs officiels qu'on parle souvent d'un taux de 5%. Si vous prenez la moyenne des 40 dernières années en Suisse ou des 20 dernières années, on est entre 4 et 4% et demi de moyenne de taux. Et donc le 5%, c'est le taux qui est simplement historique. Ensuite, alors je répète, les 5% sont sur la dette que vous allez contracter. Si vous achetez un bien immobilier à 1 million et que vous faites une dette de 800 000, la banque va partir du principe que les 5% s'appliquent sur les 800 000 et pas sur les 1 million, ce qui est parfaitement logique. Deuxièmement, elle va calculer aussi l'amortissement. L'amortissement, c'est simplement le remboursement de la dette petit à petit et vous devez le faire à peu près à 1% de la valeur du bien immobilier. Je dis à peu près parce que dans les calculs plus précis, au final, c'est l'amortissement du deuxième rang sur 15 ans. Donc, c'est la partie du deuxième rang qui est divisée par 15, mais c'est grosso modo 1% par année. De toute façon, si vous faites les calculs sur 1% et que ça passe, ça veut dire que ça passera sur l'amortissement en 15 ans du deuxième rang. Et dernier point, enfin, c'est les frais d'entretien. Là, la banque prendra de nouveau aussi 1% de la valeur du bien immobilier comme frais d'entretien. Ça, c'est simplement des frais qui sont généraux et que vous devez supporter de toute façon à partir du moment où vous êtes propriétaire. Tous les biens immobiliers ont besoin d'un certain entretien. Ensuite, la somme de toutes ces charges théoriques doit correspondre au maximum à 1/3 de vos revenus bruts. Ça veut dire que vous multipliez les charges totales par 3 et ça donne les revenus minimums que vous devez avoir. Je précise aussi que pour simplifier le calcul dans un financement tout à fait standard, donc 80% de financement, 20% de fonds propres, résidence principale, vous pouvez simplement prendre la valeur du bien immobilier et la multiplier par 6%. Pourquoi ? Parce que 5% sur la dette plus 1% sur la valeur totale plus 1% sur la valeur totale, ça vous donne au total 6% sur la valeur totale. Parce que 5% sur 80%, c'est 4% sur la valeur totale. Bref, pour faire simple, prenez la valeur totale du bien immobilier et vous multipliez par 6%. Donc par exemple, pour un bien immobilier à 1 million, vous aurez des charges théoriques de 60 000 francs par année. Pour pouvoir acheter un bien immobilier à 1 million, vous devrez justifier au moins 180 000 francs de revenus bruts annuels. À noter que ces 180 000 francs peuvent correspondre évidemment aux revenus cumulés des propriétaires si vous achetez à plusieurs, à deux ou par exemple en couple. Attention par contre, vraiment faites attention au crédit à la consommation et au leasing. Il faut savoir que la banque va diminuer de vos revenus toutes les charges que vous avez en plus de manière générale, donc les crédits à la consommation, les leasings, les pensions, etc. Admettons que vous avez des revenus bruts à 180 000 francs, vous pourriez acheter un bien immobilier à 1 million. Sauf que vous avez un crédit à la consommation qui vous coûte 10 000 francs par année, un leasing qui vous coûte 12 000 francs par année. Dans ce cas-là, eh bien, vous aurez au final, aux yeux de la banque, un revenu brut de 158 000 francs. Et donc, vous ne pourrez plus acheter. Il faut comprendre une chose qui est très importante, c'est qu'aux yeux de la banque, à partir du moment où elle fait un financement avec vous, c'est que vous devenez un partenaire, vous devenez un associé de la banque et donc elle s'intéresse évidemment à votre situation financière, à votre capacité de gérer vos finances. Et donc, plus vous avez de charges, moins vous êtes serein par rapport à ce que vous gagnez, moins vous arrivez à gérer vos budgets et la banque va le ressentir. Et donc, c'est pour ça
qu'elle prend en compte ce genre de dépenses. Mettez-vous à la place de la banque aussi, c'est comme si vous vouliez acheter un bien immobilier avec quelqu'un, vous voulez faire un partenariat, vous n'allez pas vous associer avec quelqu'un qui ne sait pas gérer ses finances. Maintenant que vous savez comment on calcule les charges, comment la banque surtout calcule les charges théoriques d'un bien immobilier, on va s'intéresser cette fois à l'optimisation des fonds propres. Comment est-ce que vous pouvez faire pour compenser des revenus qui seraient moindres par des fonds propres. Je pense que c'est connu de tout le monde, mais vous pouvez utiliser votre caisse de pension, ça veut dire la LPP, votre prévoyance, votre deuxième pilier. Attention, c'est uniquement valable de nouveau pour les résidences principales. Quelque chose qui n'est pas très clair et que je me suis rendu compte sur les réseaux sociaux assez régulièrement, c'est que les gens pensaient que c'était maximum 10% de LPP, qu'on faisait 10% fonds propres, 10% LPP. Attention, c'est pas du tout le cas. Vous pouvez mettre bien plus de LPP si vous avez une LPP qui est bien remplie. Donc ça veut dire que 10% de fonds propres, vous devez les mettre de toute façon, mais ensuite vous pouvez très bien mettre 20%, 30%, 40% de la valeur du bien immobilier avec votre LPP. C'est peut-être notamment une façon d'optimiser votre financement et puis de réduire la dette, donc de réduire ce calcul des charges théoriques des 5% plus 1% plus 1%. Il faut savoir que chaque fois que vous allez diminuer la dette, vous allez réduire les charges théoriques parce que les 5% sur la dette vont s'affaiblir évidemment. Plus votre dette est faible et puis plus les charges théoriques seront faibles. Ensuite, pour les 10% de fonds propres de base à mettre obligatoirement, vous avez plein de façons de le faire différemment. Ça peut être un troisième pilier, ça peut être un compte titre avec des actions, ça peut être une donation, ça peut être un héritage, mais la seule chose qui est certaine, c'est que ça doit être des fonds propres à vous qui vous appartiennent vraiment. Typiquement, un prêt, ce n'est pas des fonds propres, un crédit à la consommation, c'est pas des fonds propres. Je m'étais entretenu avec un expert en financement immobilier. Il m'avait dit un truc assez marrant, c'est que les banques acceptent des prêts sans intérêt et sans remboursement à faire dans le temps. En gros, c'est de la pure donation, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un des plus gros problèmes dans l'acquisition immobilière, un des plus gros freins de la propriété, c'est les revenus. Pourquoi ? Parce que même si on arrive à s'arranger avec sa famille pour obtenir un petit peu de fonds propres pour pouvoir faire l'acquisition, souvent les revenus c'est beaucoup plus compliqué, surtout qu'ils n'évoluent pas aussi vite que les prix de l'immobilier. Ça veut dire qu'on a petit à petit une décorrélation entre l'évolution des prix de l'immobilier et puis l'évolution des revenus. Ensuite, comme optimisation des fonds propres possible, vous avez aussi les travaux propres. Ça, c'est simplement un apport de fonds propres par des travaux réalisés personnellement. Donc comment ça se passe exactement en pratique ? Vous allez demander un devis, des travaux potentiellement que vous pouvez faire et ensuite vous allez dire à la banque que ces travaux-là, vous allez les faire vous dans le cadre de l'acquisition de votre bien immobilier. Ça marche très très bien avec un bien immobilier à rénover. Alors attention, toutes les banques ne sont pas d'accord avec cette méthode, mais si vous cherchez un petit peu, vous allez de toute façon trouver une banque qui vous accordera des travaux personnels comme fonds propres. Attention également au fait que vous devez absolument justifier d'une certaine qualification. Vous ne pouvez pas être conseiller en assurance ou employé de commerce et puis dire que vous allez faire la peinture, la plâtrerie et l'électricité ou le sanitaire dans votre appartement. C'est extrêmement pratique en revanche pour les professionnels du bâtiment. Ça veut dire les maçons, les carreleurs, électriciens, sanitaires, chauffagistes, peintres, etc. C'est également très pratique, mais plutôt cette fois dans la construction pour les architectes et les ingénieurs en génie civil. Vous avez aussi un gros effet de levier en termes de direction de travaux pour ce genre de gros projets. Donc dans le cadre d'un financement pour un projet, vous allez pouvoir faire passer ces travaux propres comme partie de fonds propres. À noter que c'est maximum 10% du montant de l'acquisition en travaux propres. Vous ne pourrez pas faire valoriser plus que ça. Mais bon, entre nous soit dit 10% d'un montant de 1 million par exemple, c'est déjà 100 000 francs de travaux propres. Il faut y aller un bout. Pour la petite histoire d'ailleurs, c'est de cette manière que j'ai pu faire ma première acquisition. Donc dès que j'ai eu 50 000 francs de fonds propres, je me suis intéressé à faire mon premier achat immobilier parce que évidemment j'étais là-dedans et j'avais absolument envie de passer le pas. Venant du monde de la construction et du bâtiment, j'ai pu faire passer une partie des travaux comme fonds propres et c'est ça qui m'a permis de décrocher le financement pour pouvoir faire l'acquisition et la rénovation et ensuite pouvoir revendre. C'est d'ailleurs un gros tremplin qui m'a permis de faire plein d'autres opérations par la suite. Ensuite, dans l'optimisation des fonds propres, il y a un élément qu'on oublie souvent et je pense que beaucoup de propriétaires en Suisse ne savent même pas que c'est possible de le faire. C'est ce qu'on appelle le refinancement. Admettons que vous ayez acheté une maison il y a 30 ans, vous avez amorti avec le temps, vous avez continué d'amortir parce que vous vouliez diminuer la dette absolument pour des raisons quelles qu'elles soient. Et bien aujourd'hui, si un de vos enfants souhaite faire l'acquisition d'une propriété, vous pouvez très bien aller demander à la banque un refinancement de votre bien immobilier. Elle vous prêtera de l'argent tout en utilisant évidemment votre bien immobilier comme garantie. Donc elle refait une évaluation de votre bien immobilier et puis elle va vous financer sur ce bien immobilier qui est déjà existant et potentiellement déjà endetté même. Et tout le cash que vous allez générer de ce refinancement, ce sera des fonds propres que vous pourrez utiliser comme vous voulez. Donc si vous êtes vous-même déjà propriétaire et que vous voulez acheter un deuxième bien immobilier, vous allez pouvoir l'utiliser comme effet de levier pour acheter un deuxième bien immobilier. En revanche, si vous n'êtes pas propriétaire et que vous voulez absolument acheter, potentiellement vos parents
peuvent utiliser ce moyen de refinancement pour dégager du cash et ensuite vous faire une donation. Le refinancement, c'est une particularité suisse, ce n'est pas possible de le faire par exemple en France, donc c'est quelque chose qui ne fait pas beaucoup de bruit et c'est pour ça que je pense que beaucoup de propriétaires ne savent même pas que c'est possible. Il faut savoir qu'en Suisse, on a un système de financement, d'amortissement, d'endettement qui est très spécifique. Ça veut dire qu'on reste endetté ad vitam aeternam en général, on ne rembourse jamais complètement sa dette, ce qui n'est pas du tout le cas chez nos voisins français. En France, vous allez faire un financement sur 20 ans, 25 ans, vous allez amortir complètement, donc rembourser complètement la dette et être seul propriétaire au final de votre bien immobilier. En Suisse, c'est complètement l'inverse. Ça veut dire que vous allez amortir, rembourser jusqu'à peu près 2/3 de la valeur de nantissement, la valeur de votre bien immobilier, la valeur sur laquelle la banque s'est basée pour son financement. Et ensuite, à partir de là, vous n'êtes plus obligé d'amortir votre dette. Comment ça se fait? C'est assez simple, c'est simplement que les banques partent du principe en Suisse que le marché immobilier ne devrait pas dégringoler de plus de 35%. Donc elle part du principe qu'à partir du moment où vous avez amorti jusqu'à ces 65%, donc 2/3 de la valeur de votre bien immobilier, elle n'a plus aucun risque. Et donc si tout d'un coup, même si le marché baisse un petit peu de 10%, 15%, 20%, elle pourra toujours vendre aux enchères et récupérer sa mise. Il faut savoir aussi que vous avez des avantages fiscaux à être endetté en Suisse. Donc vous pouvez déduire les intérêts passifs que vous payez à la banque de vos revenus, ou plus précisément de la valeur locative de votre bien immobilier qui s'additionne à vos revenus. Ça, on l'a vu dans des vidéos précédentes, j'en referai aussi à l'avenir. Et puis vous pouvez déduire le montant global de la dette de votre fortune également, respectivement de la valeur fiscale de votre bien immobilier qui s'ajoute à votre fortune. Enfin, s'il y a un moyen d'optimiser d'un point de vue revenu votre financement, j'ai eu le cas à plusieurs reprises et peut-être que ça peut aider certains d'entre vous. Souvent, il m'est arrivé de rencontrer des clients qui avaient des activités indépendantes, donc potentiellement un petit business sur le côté. Ce que vous pouvez utiliser, c'est que si vous achetez une maison ou un appartement assez grand, vous allez pouvoir sous-louer une partie de votre bien immobilier à votre société. Ensuite, il faut encore trouver une banque qui accepte ce montage-là, mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez très bien justifier que si vous faites du massage ou du tatouage, vous avez une partie du logement qui est dédiée à ça et que c'est votre société qui loue uniquement pour le faire. À ce moment-là, votre société va vous payer à vous un loyer et donc on va augmenter vos revenus de cette manière-là. Ça va augmenter des charges à votre société et ça va augmenter aussi votre capacité d'endettement à vous-même parce que vos revenus augmentent. À ce moment-là, potentiellement, vous allez pouvoir peut-être décrocher un financement parce que la banque n'analysera pas vos revenus bruts uniquement, mais aussi les revenus locatifs qui seront générés. Mais bon, pour le faire, évidemment, il faut justifier d'une activité indépendante ou d'une société. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura aidé aussi. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ci-dessous, à nous laisser un like aussi et nous dire qu'est-ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Moi, je vous dis à très vite.